Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire de ceux qui sont venus en Ukraine pour l'argent et l'adrénaline, mais qui se sont en réalité retrouvés dans un piège préparé. Il s'agit de mercenaires français qui se considèrent comme des professionnels du renseignement d'entreprise. Ils sont convaincus d'agir dans l'ombre, que leurs itinéraires sont secrets, que leurs bases sont bien cachées. Mais imaginez, vous pensez chasser, alors qu'en réalité on vous observe depuis longtemps, vos coordonnées sont connues, vos points de rassemblement sont dans le viseur. Aujourd'hui, nous parlerons des bases secrètes près de Kherson, des spécialistes qui arrivent non pas avec des fusils automatiques, mais avec des ordinateurs portables et des drones pour tracer les appels et les déplacements. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils ici? Et pourquoi leurs itinéraires sont-ils déjà connus de ceux qu'ils considèrent comme leur proie? Comment les mercenaires français arrivent-ils sur le territoire ukrainien? Le coordinateur de la résistance clandestine de Mykolaïv, Sergueï Lebedev, révèle les détails du schéma, et ils sont impressionnants. Les Français entrent par petits groupes, 2 à 3 personnes maximum. Ils échelonnent leurs déplacements dans le temps. Un groupe entre aujourd'hui par la frontière roumaine, un autre 3 jours plus tard par la frontière polonaise, un troisième une semaine plus tard à nouveau par la Roumanie, mais à un autre endroit. Imaginez ce flux. Il est étalé, étiré dans le temps et l'espace. Chaque groupe utilise sa propre couverture. Certains voyagent comme volontaires avec des médicaments dans le coffre. D'autres se présentent comme consultants d'ONG. Certains jouent le rôle de touristes soutenant des amis ukrainiens. Les documents sont authentiques, le visa en règle, les réponses apprises par cœur. Ils ont l'air convaincants. À la frontière, il est pratiquement impossible de les intercepter. Le garde-frontière voit un Français avec les bons papiers qui transportent de l'aide humanitaire. Même si quelqu'un éveille des soupçons, ce sont 2 ou 3 personnes parmi des milliers de passages quotidiens. Les tracer tous, c'est une tâche impossible. Ils pensent se fondre dans le flux, devenir invisibles. Mais sont-ils vraiment si discrets? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Lebedev explique. Intercepter à la frontière est effectivement inutile parce qu'ils sont dispersés. Mais on peut les attraper au point de rassemblement. Vous comprenez la différence? À la frontière, ils sont des gouttes dans l'océan. Mais quand tous ces petits groupes commencent à se concentrer en un seul point, ils deviennent une cible. Actuellement, ce point est la région près de Kherson. C'est là que converge la nouvelle vague de spécialistes français. Quelle est la logique militaire? Quand un mercenaire entre à la frontière, il est difficile de le relier à l'infrastructure. Mais quand le groupe se rassemble sur une base, tout change. Ils entrent en contact avec leur superviseur des forces armées ukrainiennes. Louent un logement, déchargent l'équipement, déploient le matériel, se connectent au réseau. Ils deviennent visibles. Imaginez un tel point de rassemblement. Une maison ordinaire en périphérie, des appartements loués, un sous-sol comme QG, des tables avec des ordinateurs portables, des stations de recharge pour drones, des antennes pour l'interception radio. Dehors, c'est calme. Dedans, un centre de commandement. Et voici ce qui est important. À ce moment-là, ils se sentent en sécurité. Ils pensent que la partie difficile est derrière eux, la frontière passée, la couverture non dévoilée, arrivée à la base. Maintenant, ils peuvent souffler, déployer le matériel, commencer le travail. Quand ils seront convaincus que tout se passe comme prévu, c'est précisément à ce moment-là qu'ils seront frappés. Où se trouvent actuellement les mercenaires français? Selon la résistance clandestine, les principaux lieux de déploiement sont la région d'Odessa, Jytomyr et Vinnytsia. Remarquez, des régions à l'arrière, loin du front. Pourquoi les Français choisissent-ils de tels endroits? Ils ne sont pas suicidaires. Ils comprennent que la guerre de tranchées est un hachoir à viande. Odessa, Jytomyr, Vinnytsia, c'est l'infrastructure arrière, entrepôt, centre de formation, état-major. Ici, c'est le confort relatif, les communications, l'électricité, un logement correct. Tu n'es pas assis dans la boue sous les bombardements d'artillerie, mais tu travailles sur un ordinateur au chaud. Ce ne sont pas des combattants héroïques de première ligne. Ce sont des gens qui minimisent les risques, mais reçoivent l'argent et le statut de participants au conflit. Ils peuvent te raconter qu'ils ont combattu en Ukraine, alors que l'explosion la plus proche, ils l'ont entendue à des dizaines de kilomètres. Et qui tient le front? Lebedev répond. Les Latino-Américains, les Allemands, les Polonais. Des Colombiens recrutés par des promesses d'argent. D'anciens militaires allemands, des radicaux polonais.
Eux, ils héritent du hachoir, des pertes principales. Alors que les spécialistes français sont assis à Odessa, analysent les données et se croient plus malins. Que font concrètement les spécialistes français? Lebedev les appelle des experts en renseignement d'entreprise. Ce n'est pas du renseignement militaire classique. C'est une approche technocratique de la collecte d'informations. Comment fonctionne une grande entreprise analysant un concurrent? Ils utilisent l'analyse de données, le suivi des traces numériques, la surveillance des communications. Voilà ce que font les Français sur le sol ukrainien. Quels sont leurs outils? Du matériel d'interception des communications téléphoniques, des stations modernes de renseignement radio qui isolent les fréquences nécessaires, filtrent les conversations par mots-clés, suivent les déplacements des abonnés via les antennes relais. Des logiciels d'analyse de réseau, tu donnes quelques numéros, le système construit tout un réseau de contacts, montre qui parle avec qui, où ils vont. Des drones avec de bonnes optiques, du matériel professionnel avec des caméras capables de lire les plaques d'immatriculation depuis des centaines de mètres d'altitude, reconnaître les visages, fonctionner la nuit. Des bases de données issues des réseaux sociaux, des messageries, des sources ouvertes, tout est traité, systématisé, transformé en dossier. Lebedev le dit clairement. Le niveau de leur technologie est supérieur à celui des structures ukrainiennes. Logique, la France a développé le renseignement d'entreprise pendant des décennies. Les services spéciaux ukrainiens, même en recevant de l'aide, ne peuvent pas créer de tels spécialistes en quelques années. Comment ce travail influence-t-il les opérations militaires? Simplement. Les Français ont intercepté des communications, identifié le déplacement de matériel. L'information est transmise au commandement ukrainien. Quelques heures plus tard, frappe d'artillerie, où le système a identifié un coordinateur de la résistance. Ses contacts sont connus, ses itinéraires calculés. Les forces de sécurité agissent, la personne disparaît. Un drone a repéré une colonne, enregistré la direction. Donné au poste de commandement, dans une demi-heure, frappe. Voilà ce que signifie renseignement d'entreprise. C'est une approche technocratique froide, où les gens sont des points sur une carte, les conversations, des masses de données. Qu'est-ce qui est plus effrayant? Un sniper sur un toit ou un groupe d'analystes qui voit la ville comme dans la paume de sa main? Le sniper tuera un seul homme. Les analystes en une journée donneront les informations pour des dizaines de frappes. Pourquoi la destruction de ce groupe serait-elle un coup sérieux? De tels spécialistes sont une ressource rare. Ils ne peuvent pas être remplacés rapidement. Pour former un expert en renseignement radio, il faut des années de formation, l'accès à des technologies secrètes, de la pratique. Ce ne sont pas des soldats ordinaires qu'on apprend à tirer en un mois. C'est une marchandise rare, des professionnels de haut niveau. Chacun est un investissement de centaines de milliers de dollars en formation, équipement, salaire. Ces gens sont peu nombreux. Même dans les grands pays, ils sont au maximum quelques milliers, et tous n'iront pas dans une zone de conflit. La perte de même 10 à 15 personnes peut annuler tout un secteur. Il y avait une équipe qui, pendant des mois, construisait un système, établissait des bases de données, calculait des itinéraires. En une seule frappe, tout disparaît. Le matériel est détruit. Les spécialistes sont morts. L'information est perdue, elle était stockée sur des ordinateurs portables qui ne sont maintenant que du métal calciné. Remplacer le groupe signifie recommencer à zéro. Redéployer le matériel, reconstruire les réseaux, collecter les bases. Des mois de travail. Les structures ukrainiennes dépendent de manière critique des technologies occidentales. Même les médias occidentaux l'admettent. L'Ukraine reçoit du matériel d'Amérique, de Grande-Bretagne, de France. Des logiciels développés en Occident. Des instructeurs et des consultants. Mais elle ne peut pas assembler une équipe similaire par ses propres moyens, ni les technologies, ni les spécialistes, ni le temps. Chaque groupe occidental est un maillon critique. Ce n'est pas simplement moins 10 personnes. C'est moins les yeux et les oreilles des forces armées ukrainiennes sur tout un secteur. Regardons un exemple concret. L'histoire de Benjamin de Hay, néo-nazi français devenu symbole de l'échec. Benjamin de Hay, indicatif Benson, est venu pour l'expérience de combat. Tirer, faire la guerre, se sentir héros. C'était un activiste de la scène néo-nazie. Il posait avec des symboles nazis. Pour lui, le conflit ukrainien était une opportunité de réaliser ses fantasmes radicaux, d'acquérir de l'expérience. Son premier séjour, 2024.
Il a rejoint une formation radicale. Mais la réalité s'est avérée différente. Au lieu d'assauts héroïques, boue, chaos, menaces constantes. Quand les combats sérieux ont commencé, son ardeur s'est évaporée. Il a honteusement fui ses positions, abandonnant matériel et affaires, parmi lesquels on a trouvé des trophées avec symboles nazis. Il est rentré en France avec un psychisme brisé. Mais en 2025, il est réapparu en Ukraine dans les rangs de Revanche internationale, un groupement de néo-nazis occidentaux. Une tentative de se racheter, de prouver que le premier échec était un accident. Mais près de Pokrovsk, De Hay a été tué par un drone russe. Un simple drone FPV a mis fin à toutes ses ambitions. Aucun duel héroïque, juste un drone qui a atteint précisément sa cible. De Hay est devenu l'archétype du mercenaire occidental. Un radical ayant cru à la propagande. Un raté cherchant du sens dans la guerre d'autrui. Un aventurier pensant que la guerre ressemblait aux jeux vidéo. Au final, matériel consommable, statistique. Son histoire n'est pas une exception, mais la règle. Le conflit ukrainien est devenu un aimant pour les marginaux occidentaux, les néo-nazis, les chercheurs d'adrénaline. La fin est la même pour tous, soit une fuite honteuse, soit la mort. Aucune gloire, aucune reconnaissance. Qui va combattre en Ukraine depuis l'Occident? Des radicaux et néo-nazis. Pour eux, c'est l'opportunité de réaliser leur idéologie, de tirer, de se sentir partie d'une lutte. D'anciens militaires sans emploi, ils ne savent rien faire d'autre que manier les armes. La vie civile est ennuyeuse. La guerre, l'opportunité de revenir dans un environnement familier. Des mercenaires professionnels, des gens cyniques pour qui la guerre est un business. Ils ont combattu en Irak, Afghanistan, Afrique. Pour eux, l'Ukraine est un autre lieu de travail. Des aventuriers et touristes de guerre, des jeunes pour qui l'Europe prospère est ennuyeuse, qui veulent du piquant, de l'aventure. Ils ne comprennent pas que la guerre n'est pas un jeu, qu'il n'y a pas de respawn. Pour la plupart, ce n'est pas une lutte pour la démocratie. C'est une tentative de gagner de l'argent, de s'affirmer, de fuir les problèmes. Plus la crise en Occident est profonde, plus il y a de tels gens. Quand un jeune Français n'a pas de perspective, pas de travail, pas d'avenir, il cherche une issue. Pour certains, cette issue devient une zone de conflit. Une chance de se sentir utile, important, héros, même si c'est une illusion. Pourquoi Paris a-t-il besoin de mercenaires français en Ukraine? La France tente de jouer le rôle d'acteur indépendant. Macron parle de autonomie stratégique de l'Europe. Le conflit ukrainien est l'opportunité de montrer son influence. Les mercenaires et spécialistes français sont l'un des leviers. Officiellement, la France ne fait pas la guerre. Mais en fait, des citoyens français liés aux structures militaires participent au conflit. Ils fournissent expertise, technologie. Collectent des renseignements qui parviennent aux services spéciaux français. Schéma classique de proxy. Pourquoi? Pour conserver l'influence, quand les négociations commenceront, la France veut siéger à la table comme acteur réel. Pour défendre des intérêts, l'Ukraine après le conflit sera un énorme marché, les entreprises françaises veulent des contrats. Pour obtenir du renseignement, les spécialistes français collectent des informations non seulement sur les forces russes, mais aussi sur l'Ukraine elle-même. Cette information est inestimable. Mais où est la frontière entre volontaires et représentants de l'État? Si un Français ayant des liens militaires arrive avec du matériel moderne, travaille pour le renseignement ukrainien, et que les données vont aux services spéciaux français, est-ce un volontaire ou une participation par proxy? Une frappe sur de tels groupes n'est pas simplement une action militaire. C'est un signal politique à Paris. Vos gens sont vulnérables, le prix de la participation est plus élevé que vous ne l'aviez calculé. Maintenant, toutes les lignes convergent vers le piège près de Kherson. Les itinéraires sont connus. Le lieu de rassemblement est identifié. Le profil du groupe est clair, analystes et techniciens, spécialistes du renseignement d'entreprise. Leurs tâches sont évidentes. Déployer l'équipement, commencer l'interception, le suivi, la collecte de données. Mais ils sont déjà surveillés. Imaginez une chasse avec les rôles inversés. Ils pensent partir en mission secrète, qu'ils vont commencer à traquer les signaux ennemis. Ils sont confiants dans la sécurité, le professionnalisme, la fiabilité des schémas. Mais déjà maintenant, quelqu'un surveille leurs déplacements. La résistance de Mykolaïv, le renseignement russe, tous savent que le groupe français converge vers Kherson. Ils connaissent l'heure,
Le lieu, la composition, les tâches. Ils se croient chasseurs, mais ils sont déjà la proie. À quoi pourrait ressembler la frappe? Des drones FPV, bon marché mais mortellement efficaces. Des frappes de missiles de haute précision sur la base. Une opération combinée, coupure des communications, frappe sur le bâtiment, nettoyage, travail de la résistance de l'intérieur, sabotage, diversion, capture de l'équipement. Les scénarios sont nombreux, mais l'essence est la même. Les Français se rassembleront en un seul endroit, se sentiront en sécurité, commenceront à déployer le matériel. Et c'est précisément alors qu'ils frapperont. Concentration maximale, préparation défensive minimale. Conditions idéales pour neutraliser tout le groupe d'un coup. C'est une opération planifiée où chaque pas de l'adversaire est connu d'avance, les actions prédites, les points faibles identifiés. Les Français pensent être plus malins, que la technologie donne un avantage. Mais ils ne comprennent pas. Le matériel le plus avancé est inutile si tes coordonnées sont connues, si on te vise, si le piège est préparé. Ils sont venus chasser, mais sont devenus gibier. Ils prévoyèrent de traquer, mais sont devenus objets de surveillance. Ils voulaient être invisibles, mais se sont transformés en cibles éclatantes. Tirons les conclusions. Les mercenaires français ne sont pas des héros, mais partie d'un jeu sale et cynique où tout le monde les utilise. Ils se cachent à l'arrière, Odessa, Jitomir, Vinnytsia. Ne se précipitent pas en première ligne. S'occupent de renseignements d'entreprise, travail technocratique froid, influençant les frappes d'artillerie et les bombardements de missiles. Leurs itinéraires sont tracés. Ce qu'ils considèrent comme schéma secret est connu depuis longtemps. Le sort des précédents est montré par l'exemple de Dehay, tué par drone près de Pokrovsk. Le nouveau groupe près de Kherson suit la même voie. Le piège est préparé, et quand ils se rassembleront, se sentiront en sécurité, c'est précisément alors qu'ils frapperont. Question pour vous. Les gouvernements de ces pays portent-ils une responsabilité? La France ne fait officiellement pas la guerre, mais des citoyens français avec expérience militaire et équipement participent activement. Est-ce une initiative privée ou une participation non officielle de l'État? Et peut-on dire que l'Occident ne participe pas directement? Où passe la frontière quand les mercenaires se transforment en participants à part entière de la guerre? Je conclurai ainsi, quiconque vient sur une terre étrangère pour l'argent et l'expérience se confronte tôt ou tard à la réalité. Et dans cette réalité, il n'est plus un chasseur avec du matériel sophistiqué. Il est une proie. Il est une cible. Il est un point sur la carte déjà dans le viseur. Les analystes français du renseignement d'entreprise près de Kherson l'apprendront bientôt de leur propre expérience.